suis d'une famille éminemment RDPCiste. Depuis 1956, je suis André Fouda. Je suis désolé, moi je suis d'une Fundi. Mais j'ai créé un parti d'opposition parce que j'ai vécu dans cette affaire-là toujours. J'étais ici avec vous à Douala, sur Madame Founing en 2007, lorsqu'elle a perdu les élections en juillet. J'ai été de ceux qu'on avait envoyé parmi les jeunes pour l'aider à gagner ces élections en septembre. Je connais cette machine politique. Donc quand j'arrive à l'opposition, c'est justement pour dire aux jeunes, voilà comment il faut faire. Nous n'avions même pas de grands moyens. Je sais que le patron de mon petit en face, bon, c'était 143 millions, on avait dû donner quelque part pour qu'il puisse avancer. Et celui qui aussi à Douala, là, qui dansait pendant la présidentielle en chemise, là, partout, là, il est toujours avec vous, là, c'était 100 millions qu'on a donné pour lui. Donc, je dis toujours des choses comme ça. Mais c'est cette compromission. Non, je sors par là, c'est pour dire qu'en fait, je suis allé aux élections avec les enfants sur mes propres moyens, sur leurs propres moyens, c'est-à-dire des petites cotisations. Et quand les élections sont finies, je leur ai dit, les élections, c'est pas une vie. Il faut rentrer à votre job, il faut rentrer à votre école. Quand j'arrive donc en politique, c'est que 2018 a sonné et ce parti, je l'avais créé en fait pour mon frère. Parce qu'il faut le dire, c'était pour mon frère Cabral. Parce que je lui avais dit à son entourage, tu vas aux élections présidentielles 2018, ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Mais comme tu as décidé d'y aller, si tu fais un bon score, c'est bon pour nous les jeunes. Mais je me rends compte qu'en fait, il est allé à Kaélé chercher le PCRN. Et pour la petite histoire, je vais vous dire une chose, c'est que les gens ne savent pas, c'est que même à Jouvence, on avait été approché lors des élections, mais on a pensé qu'en fait, il ne faut pas se prostituer. Parce que ceux qui avaient accepté de se prostituer pour celui d'Union Ekele, on se souvient, c'était 143 millions de francs, l'autre de Douala, là, les jeunes là. C'était 100 millions de francs pour qu'il puisse aller faire du folklore partout et dire que la jeunesse peut encore participer aux élections municipales. Vous allez prononcer là, non, mais ça ne viendra pas de moi. Alors, pour non, dire je veux parler du parti politique. Pour dire en fait, non, même le parti politique, je ne prononcerai pas parce que je ne suis pas là pour faire la publicité. Ils ont aussi des plateaux pour le faire pour eux-mêmes. Est-ce que vous serez prêt à vous unir avec Maurice Kamto, par exemple, pour battre le candidat du RDPC, le parti de Paul Biya? La coalition, aujourd'hui, est une attente pressante du peuple camerounais. En ce qui me concerne, déjà en 2018, vous avez évoqué tout à l'heure que j'étais candidat, j'avais proposé à l'époque des primaires de l'opposition. N'ayant pas été suivi par mes concurrents, j'ai même proposé le tirage au sort. Parce que je reste convaincu, et je ne suis pas le seul, qu'il est toujours préférable de se mettre ensemble, de mutualiser nos forces, et ça augmente nos chances de victoire. Moi, je propose permanemment deux choses. Premièrement, qu'on puisse véritablement se mettre ensemble derrière un projet. Il faut donc qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on convienne d'une offre que nous allons présenter aux Camerounais. À défaut de cela, il faut qu'au moins nous puissions travailler sur un projet d'action commune. La question cruciale étant celle de la surveillance du vote. On ne va pas revenir sur la sophistication de la fraude électorale au Cameroun. Nous avons d'ailleurs à ce propos ensemble, avec 7 partis politiques, y compris le nôtre, proposé en 2023 un code électoral alternatif, dont jusqu'ici le pouvoir n'a pas voulu. Mais à défaut donc de pouvoir s'unir autour d'une candidature, il faut au moins que nous puissions avoir une coalition d'action. Je nourris le ferme et profond espoir que ma voix sera entendue par mes compatriotes leaders de l'opposition. Lors de la présidentielle de 2018, vous étiez le plus jeune candidat, vous étiez arrivé 3e. Vous rêviez alors d'être le Macron camerounais. Est-ce toujours le cas? Je rêve toujours d'être élu président de la République du Cameroun. Donc, en 2025, je vais solliciter à nouveau mes compatriotes pour qu'ils me fassent confiance. Et pour ce faire, je suis porteur d'un projet de société, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est inscrit dans un texte intitulé « Manifeste de la rupture et du progrès, ce que j'ai vu ». Ce que j'ai vu. À première vue, ça pourrait laisser penser à un travail descriptif. Non. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vais faire du Cameroun, si mes compatriotes me font confiance. Donc vous êtes officiellement candidat pour 2025. L'intention de candidater est certaine. Maintenant, je suis le président d'une organisation qui est gouvernée par des règles, par des statuts, un règlement intérieur et des modalités de choix et de désignation de candidats. Donc, sauf à avoir un ou des concurrents au sein de ma formation politique, ma candidature ne fait donc l'objet en ce moment d'aucun doute. Est-ce que vous serez prêt à vous unir avec Maurice Kamto, par exemple, pour battre le candidat du RDPC, le parti de Paul Biya? La coalition, aujourd'hui, est une attente pressante du peuple camerounais.
En ce qui me concerne, déjà en 2018, vous avez évoqué tout à l'heure que j'étais candidat. J'avais proposé à l'époque des primaires de l'opposition. N'ayant pas été suivi par mes concurrents, j'ai même proposé le tirage au sort. Parce que je reste convaincu, et je ne suis pas le seul, qu'il est toujours préférable de se mettre ensemble, de mutualiser nos forces, et ça augmente nos chances de victoire. Moi, je propose permanemment deux choses. Premièrement, qu'on puisse véritablement se mettre ensemble derrière un projet. Il faut donc qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on convienne d'une offre que nous allons présenter aux Camerounais. À défaut de cela, il faut qu'au moins nous puissions travailler sur un projet d'action commune. La question cruciale étant celle de la surveillance du vote. On ne va pas revenir sur la sophistication de la fraude électorale au Cameroun. Nous avons d'ailleurs à ce propos, ensemble, avec 7 partis politiques, y compris le nôtre, proposé en 2023 un code électoral alternatif, dont jusqu'ici le pouvoir n'a pas voulu. Mais à défaut donc de pouvoir s'unir autour d'une candidature, il faut au moins que nous puissions avoir une coalition d'action. Je nourris le ferme et profond espoir que ma voix sera entendue par mes compatriotes leaders de l'opposition. Et justement, est-ce que c'est pertinent d'y aller dans ces conditions? Est-ce que ce scrutin n'est pas joué d'avance? Non, mais absolument pas. Le scrutin n'est pas joué d'avance. Cela participe un peu de la vulgate répandue et ça consolide l'impuissance apprise. Absolument pas. D'abord, sur la question de la coalition, il faut faire attention. La multiplicité des candidatures n'a jamais vraiment provoqué ou entraîné l'émiettement des suffrages. De 1992, première élection multipartiste, à 2018, élection à laquelle j'ai moi-même participé, vous l'avez relevé, on s'est toujours rendu compte que les 3 premiers, donc le gagnant, le second et le troisième, le deuxième et le troisième, remportaient à chaque fois plus de 95% des suffrages. Donc, la coalition qu'on attend en réalité concerne 2, 3, voire 4 leaders politiques. La deuxième chose, c'est que le peuple camerounais est en train de se réveiller. Je suis moi-même l'initiateur en 2017 du mouvement 11 millions d'inscrits qui est devenu 11 millions de citoyens parce que nous sommes quand même au Cameroun environ 15 millions de personnes en âge de voter et on n'a jusqu'ici jamais atteint les 8 millions. Cap qui vient donc d'être franchi en août 2024. Et il nous reste 6 mois d'inscription sur les listes électorales en 2025. Donc nous pourrions très bien nous rapprocher des 11 millions, du moins tel est notre souhait. Donc ce peuple qui se réveille, qui sort donc de l'endormissement, de la résignation, et qui prend à nouveau conscience du pouvoir qu'il y a dans le bulletin de vote, ce peuple est en train de se relever, en train de se réveiller. Il appartient maintenant à ce même peuple, d'abord, de voter massivement, puis de s'impliquer bénévolement, si besoin est, à surveiller le vote pour faire barrage à la sophistication de la fraude, afin que seule sa volonté, la volonté du peuple, prévale. Alors l'actualité du Cameroun, c'est aussi Ramon Kota, l'influenceur est en détention. Selon son avocat, il a subi des tortures. On pense aussi à l'assassinat du journaliste Martinez Zongo. Le procès est en cours. Comment décrivez-vous l'état de la liberté d'expression dans votre pays? C'est mi-figue, mi-raisin. On est un peu dans une sorte de miroir aux alouettes. Le Cameroun a ratifié tous les textes, que ce soit la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tous les autres, en fait, toute la batterie de textes internationaux, la Constitution, tout est consacré. Mais dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Notre démocratie, malheureusement, souffre de ce que nous on appelle la bordélisation de l'État. Peut-être cela est-il lié à la longévité excessive d'un pouvoir qui est là depuis 40 ans. Le président actuel, il est arrivé au pouvoir, j'avais 2 ans. J'ai été candidat face à lui en 2018 et peut-être encore en 2025. Donc une telle longévité a forcément consacré une forme de dérive. Et il y a donc des gens qui se comportent comme si tout leur était permis. Le parti politique que je dirige vient de sortir là d'une longue affaire judiciaire, simplement parce que nous subissions depuis décembre dernier, lorsque notre congrès ordinaire a été interdit, nous sortons d'une persécution incroyable. Nous espérons qu'elle va s'arrêter. Donc les persécutions, elles existent. Les dérives, elles existent. Donc tous ceux qui doivent porter une parole alternative, tous ceux qui militent pour le changement, tous ceux qui osent critiquer, ils doivent faire attention. Mais le pays ne se résume pas à la poignée d'individus
qui fait tout et n'importe quoi, qui saborde dans des institutions. Dans ce livre. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons remporté une victoire judiciaire. Oui. Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a encore, heureusement, des gens qui croient en l'État. Et c'est ce que vous proposez dans votre livre, la réforme de la justice, la lutte pour stabiliser la région. Deux choses. D'abord, que l'on continue à dialoguer et à se parler. J'ai moi-même fait partie en 2019 du grand dialogue national. Les guerres se terminent toujours par des accords de paix. Et pour qu'il y ait un accord, il faut que nous soyons plus d'une personne à discuter. Cabral Libye a 4 problèmes. Je vais aller très rapidement. Le premier problème de Cabral Libye, c'est le respect de la parole donnée. Cabral Libye ne sait pas respecter les deals. Et la politique, ce sont des transactions, ce sont des deals. Il faut savoir les respecter. Il ne sait pas respecter les deals. Et je vais vous dire, je sais de quoi je parle. Cabral Libye a un rapport incestueux avec l'argent. Il faut le lui dire, et de façon froide, afin qu'il change, qu'il dompte ce démon qui est en lui, parce que l'argent le contrôle. Il ne redistribue pas. Il ne redistribue pas. Je sais de quoi, il sait de quoi je parle quand je parle de l'argent. Il a un rapport incestueux avec l'argent. Et ça, c'est quelque chose qu'il doit chercher à corriger. Troisième problème de Cabral Libye. Cabral Libye a un problème de respect des aînés dans notre environnement politique. Est-ce que vous vous rendez compte de la communication politique désastreuse que Cabral Libye a pu avoir dans le cadre des échanges et des critiques formulées à l'endroit du système, en parlant du président de la République? Nous ne sommes pas en France ici, nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes au Cameroun, nous sommes en Afrique. Il y a des réalités culturelles, il y a des traditions ici qu'il faut respecter. Et lorsque le député, cette fois, va humilier le Premier ministre à l'Assemblée nationale, l'empêchant de prendre la parole, vous me parlez de Robert Kona. Robert Kona, vous pensez que l'affaire Robert Kona, c'est seulement le non-respect des transactions? Mais il est puni par le système politico-administratif camerounais du fait de ces comportements qui ont consisté à manquer de respect au Premier ministre. Pas seulement au Premier ministre, moi je vous le dis. Et le quatrième problème de Cabral Libye, c'est que il est animé, je ne sais pas pourquoi, par la mégalomanie. Okay. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Cabral Libye. C'est dur. Hein. Mais oui, c'est dur, parce que je connais l'acteur à titre individuel. Depuis que Cabral Libye est devenu député, vous savez, nous on fait un travail de terrain, et je le dis sous le contrôle du maître. Nous discutons avec les partisans, nous discutons avec les alliés d'hier, les alliés d'aujourd'hui. Ils disent que Cabral Libye est extrêmement désagréable et que ce sont des comportements qu'il doit changer, qu'il doit revoir afin de renouveler son capital politique pour aller de l'avant. Pour finir, Cabral Libye a été une très belle promesse. De toute la génération de 40-50 ans, de notre génération, c'est celui qui a pu mobiliser les ressources de façon assez satisfaisante en 2018. Mais c'est pas perdu, il n'a que 44 ans. Voilà ce projet, oui, je vais finir. Voilà ce projet qu'il est en train de lui-même de battre en brèche avec des erreurs, avec des comportements qui sont inadmissibles lorsqu'on fait de la stratégie politique. Donc il doit absolument corriger ses erreurs s'il veut exister en 2025. Alors, pour ça, Onangini, d'abord... En vérité, les vrais adversaires aujourd'hui de l'inscription sur les listes électorales, ce sont ceux qui veulent remplacer le parti au pouvoir. Moi, je vais vous étonner peut-être. En 2017-2018, savez-vous qui m'a traité de cervelé? Parce que je disais qu'on pouvait battre le parti au pouvoir par les élections. Plus on s'éloigne de la victoire populaire de Nidjan Fundi. Parce que justement, c'est curieux. Nidjan Fundi n'avait pas de l'ECAM. Parce que c'est après lui qu'il y a eu Onel 1, Onel 2, Onel 3, l'ECAM 1 et l'ECAM 2. Avec John Fundi, il n'y avait pas de code électoral. Avec John Fundi, on n'avait pas Internet, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas Twitter. On n'avait même pas le code électoral que l'on a aujourd'hui, qui nous permet par exemple d'être présent dans les bureaux de vote. Lui, il n'avait pas cette possibilité. Mais grâce à l'afflux massif du peuple dans les urnes, il a pu gagner. Même si par la suite, justement, il n'avait pas ce que nous on a aujourd'hui, la possibilité de prouver. De contrôler et de prouver. Parce que si John Fundi avait eu la possibilité d'avoir des représentants dans les bureaux de vote, s'il avait eu les PV, s'il avait eu Internet aujourd'hui, ce monsieur aurait pu démontrer aux yeux du monde entier qu'il avait gagné. Il n'y en a pas au Cameroun. Moi, j'aime toujours le dire, parce que les gens aiment toujours confondre Paul Biya, c'est le Cameroun. Le prof vous a dit, mais il était dans un contexte. Que Paul Biya, non, Paul Biya n'est pas le Cameroun.
Paul Biya, c'est un individu à qui les Camerounais ont donné la force de pouvoir agir au nom de tous. Et tant qu'il a cette force-là, par l'élection, alors il doit être préservé parce qu'il n'est plus Paul Biya. Mais Paul Biya n'est pas le Cameroun. Parce que si les gens pensent détruire Paul Biya, en se disant, en détruisant Paul Biya, le Cameroun ira bien, ils se trompent. Ils se trompent. Parce qu'en voulant détruire Paul Biya, vous détruisez l'institution et qui coupe la tête à l'institution a coupé la tête à tout un pays. Je n'ai pas besoin de revenir dans l'histoire. Comment la France a fait pour déstabiliser l'Afrique? Il suffisait qu'elle coupe la tête de Bokassa, il suffisait qu'elle coupe la tête d'Amani Diori, il suffisait qu'elle coupe la tête à n'importe quel autre leader et tout était changé à la tête du pays. Vous comprenez que si Paul Biya n'est plus là aujourd'hui, mais Bolloré se sentirait bien à nouveau au port autonome de Douala parce que celui qui viendra certainement, les Français vous l'imposeront. Et certainement que Lafarge vous augmentera le prix du ciment. Ainsi que l'on a d'ailleurs changé le président du conseil d'administration qui ne jouait plus franc jeu au niveau de Simenka. Nous verrons donc ces gens-là revenir sur notre sous-sol, à l'est et partout. La Sonamine que le président a créée pour que nous gérions nous-mêmes les ressources de notre propre sous-sol ne vaudrait plus rien du tout. Les Français reprendront certainement la Sonara que le président a nationalisée depuis le 9 juillet de 2019. Vous vous imaginez cela? Si Paul Biya n'est plus là, voilà ce qui va se passer. Donc l'homme est dans une logique de rendre le Cameroun politiquement indépendant, comme j'ai l'habitude de le dire. Ahidjo avait un plan. C'était celui de donner une économie forte au Cameroun. Mais Paul Biya a compris que cette base a été faite, mais posée. Mais si il continuait sur la base de l'indépendance économique, il risquait de passer à côté de la plaque parce que l'indépendance politique est plus importante encore que l'indépendance économique. Parce qu'en fait, une fois que vous avez l'indépendance politique, c'est-à-dire nous sortis du giron de la France, regardez ce qu'elle fait au Tchad, regardez ce qu'elle fait en Centrafrique, regardez ce qu'elle fait partout en Afrique. Parce qu'en fait, c'est un pays parasite. Aucun pays d'Afrique francophone qui a été colonisé par la France n'est parmi les 10 premiers pays les plus prospères de l'Afrique. C'est inadmissible. Paul Biya a donc décidé de nous sortir des griffes de ce parasite qu'est la France. Et regardez ce dont ils souffrent aujourd'hui. Ils ont préféré mettre le feu à la Sonara. Parce que Biya avait décidé de nous permettre de raffiner le pétrole de notre propre sous-sol. Parce que le président Ahidjo avait fait cette commande, je pense sous le contrôle des aînés qui sont là, l'aîné qui est là, Polypote. En 78, lorsqu'il fait la commande de la Sonara, il était question qu'on raffine notre pétrole lourd. Mais, comme vous savez, il y a toujours dans notre appareil des traîtres, des gens qui sont autour du président et qui finissent par passer des bakchiches et des contrats, des rétrocommissions et qui ont réussi à imposer que la France nous donne seulement la possibilité et construise une usine qui ne peut pas raffiner notre pétrole. On est donc obligé de vendre depuis 40 ans notre pétrole à l'extérieur pour acheter un pétrole léger pour la consommation domestique. Paul Biya a décidé donc depuis 2009 de nous permettre d'acquérir le matériel pour pouvoir raffiner localement le pétrole lourd. Alors, les amis des Français qui sont aussi au gouvernement et partout ont vendu la mèche et ils ont mis le feu à la Sonara en disant que c'était les ambazoniens qui sont allés mettre le feu. Et Paul Biya a dégagé. Vous connaissez le décret du 9 juillet 2019 qui justement fait de la Sonara une société d'État. Voilà Paul Biya qu'on est en train de critiquer aujourd'hui. Moi, je suis d'accord. Que l'on puisse dire, oh vraiment, avant peut-être il jouait le jeu parce que Mitterrand était encore vivant. Bon, Mitterrand, il est arrivé sous Mitterrand. Il fallait quand même être malin. Il y avait aussi Chirac qui était là, Premier ministre depuis Mathusalem, ministre depuis 67, ainsi de suite. Mais depuis un certain temps, il a compris que ces gens-là étant partis, ils rentrent dans la logique du travail. Voilà donc ce qui se passe aujourd'hui. Ces jeunes donc sont instrumentalisés par des gens en fait qui ont leur passé derrière eux, qui ont leur vie derrière eux, mais qui aujourd'hui gagnent à ce que tout soit défait pour que la jeunesse n'ait pas d'avenir. Donc je pense qu'aujourd'hui que les jeunes doivent être plus malins. C'est-à-dire que Paul Biya n'est pas un obstacle pour nous. Moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec un monsieur qui a 88 ans, qui a son passé déjà, qui a déjà tout fait pour ce pays, qui a sacrifié sa vie. Regardez même les enfants du président. Quel est l'enfant du président qui est ministre? Même quand il a fallu même que ses enfants fassent le concours de l'ENAM. On a vu comment des gens se sont levés alors que les gens avaient mis leurs enfants, des centaines, jusqu'au cousin, jusqu'au neveu. Ils se sont rebellés alors que ces enfants ont fait le concours comme tout le monde et ils ont eu ce concours-là. Mais attendez, mais soyons sérieux. On ne peut pas détester un homme qui vous a tout donné à ce point. D'accord. Le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est l'entourage du président qui pense qu'en fait, Paul Biya n'est plus celui qu'il leur faut, c'est-à-dire celui qui tolérait encore tout ce qu'il faisait avant, sous tous ces détournements et ces rétrocommissions qui se faisaient comme des amis par balle. Et il pense qu'aujourd'hui, il faut insécuriser le président. Mais je sors en disant ceci. Pour moi, le président est en danger en Suisse. Le président est en danger.
Parce qu'il n'avait même pas besoin de voyager. Même quand on dit que le président est allé travailler, vous pensez qu'il est allé de son propre gré? Quand on dit que nous n'avons plus d'argent dans les caisses, c'est parce que ces gens-ci ont pris tout l'argent dans les caisses. Il est obligé d'aller chercher encore l'argent chez le blanc. Mais c'est lui qui leur donne cet argent. Non, c'est pas pour lui qui leur donne. Quand on leur donne 167 milliards, tolère... quand on leur donne 167 milliards de gérants locaux, on a donné... non. Balaye Bossala, s'il vous plaît. Je sors. On a donné... Je dis. On a donné de l'argent. C'est le chef de l'État qui a autorisé. Il est au courant que les gens ont volé l'argent, mais ils sont toujours là Monsieur au Bidjan, gouvernement. Monsieur Bidjan, le professeur vous a dit que tous ces ministres-là sous-traitent l'élection du président de la République, donc de l'élu des élus. Il a donné 167 milliards distribués à ces ministres-là, indifféremment. Mais est-ce qu'il leur a demandé de détourner cet argent? Soyons sérieux. Certains ont détourné, ils sont toujours là. Je vais pas montrer la parole pour dire ceci. Pour dire que, s'il vous plaît, vous aurez la parole, c'est le mien, c'est la mienne, je termine. Pour dire qu'en fait, Paul Biya aujourd'hui est mis à mal par son entourage. Et il faudrait que les jeunes comprennent que nous ne gagnons pas à ce que Paul Biya tombe, parce qu'il doit achever, il doit mettre de côté tout cet entourage-là afin de laisser un boulevard à la jeunesse, qu'elle prenne le pouvoir dans un pays sain, lui-même, qui serait débarrassé de tous ces gens-là qui ne veulent pas qu'il atteigne ses objectifs. La libération politique et économique du Cameroun. D'accord. En tout cas, pour que moi, je sois derrière quelqu'un dans une mutualisation, il faut que cette personne soit sérieuse. Donc même si on fait un attelage avec le tout venant, entre guillemets, c'est-à-dire que même quelqu'un qui se lèverait un matin, il dit que lui, il pense qu'il doit être là dans une coalition alors que politiquement, il ne pèse pas grand-chose. C'est ça que j'appelle le tout venant. Parce qu'il y a toujours des gens comme ça aussi, qui ont une très haute idée d'eux-mêmes et ils sont tout seuls à la voir. Je ne me mettrai jamais devant ce genre de personnes, évidemment. Derrière, je veux dire ce genre de personnes. Et s'il doit m'arriver de me mettre derrière quelqu'un, il faut que ce quelqu'un soit sérieux. Et qu'est-ce que j'appelle sérieux? D'abord, quelqu'un qui est à la tête d'une organisation politique qui a une base effective. Parce que dans une coalition, il faut apporter quelque chose. Et si vous faites des coalitions déjà avec des gens qui n'apportent rien, vous prenez un risque. Risque que j'ai pris par exemple avec l'ATP. Qu'est-ce que j'appelle ne rien apporter? Je le dis par rapport à la base. La base. Parce que dans une mutualisation, il faut que les gens qui mutualisent misent quelque chose. S'ils ne misent rien, alors ils n'ont rien à perdre et tout à gagner. Et dans ce tout à gagner, ils peuvent vous exploser à tout moment. Parce que allant, comme ils n'ont rien à perdre et tout à gagner pour eux-mêmes, leur seule personne, ils peuvent aller négocier avec votre adversaire à tout moment. Juste pour que on donne dans l'opinion l'idée que votre coalition a explosé. Donc, la première question qu'il faut se poser lorsqu'on mutualise, c'est que ces personnes-ci nous apportent quoi dans notre plateforme de mutualisation. Moi, je peux mutualiser même avec des personnes dont je ne suis pas sûr d'un grand apport. Mais il faut que ce soit clair. Que ces personnes-là joueront un rôle dans cette démarche de mutualisation qui est telle que même le jour où ils quittent les rangs pour aller négocier, je ne sais avec qui ou avec quoi ou pourquoi, que cela ne soit pas préjudiciable et dommageable à notre plateforme de mutualisation. Mais c'est un risque. Quand même comprend. Mais que moi je suis prêt à prendre pour le Cameroun. Je l'ai pris déjà pour l'ATP. Mais on a vu qu'à peine on s'était retrouvé dans l'ATP, quelque temps après, 3 personnes, alors que la première chose en débat, c'était qui veut être candidat. Que les gens envoient leur dossier de candidature. Et déjà là-bas, nous on disait, nous, PCRN, que mais non, ce n'est pas la priorité. Faisons d'abord l'évaluation de ce que chacun apporte. Deuxième chose, l'élection, c'est la surveillance du vote. Mettons déjà une stratégie en place pour surveiller le vote. Le candidat, on va le dégager par la suite sur la base d'un certain nombre d'éléments pertinents que nous allons établir. On ne peut pas demander à tout le monde de déposer le dossier. Il faut même déjà être qualifié pour déposer le dossier.
Mais évidemment, ceux-là qui ne pouvaient, que cela n'arrangeait pas, ben, ils ont commencé le désordre. Mais c'est humain tout ça. Donc il faut apporter quelque chose. Au deuxième élément fondamental et important. Moi, je ne peux pas mutualiser, et même si je mutualise avec une personne comme ça, il faut qu'on soit bien clair et très, qu'on se comprenne très bien. Jamais quelqu'un qui a servi le régime, donc qui est comptable de la souffrance que ce régime a fait endurer aux populations et qui ne s'en répand pas, n'est pas digne qu'on se mette derrière lui. Parce qu'à tout moment, il peut repartir. Parce qu'il considère que ce qu'il a fait est bien. C'est quelque chose de très important. Très important. Évidemment, certains peuvent mal le prendre. Mais pour moi, ceux qui sont respectables dans le champ politique, c'est des gens qui sont constants. C'est des gens qui sont constants. Parce que la constance a un prix. Cette idée reçue qu'il y a eu pendant longtemps dans l'espace public camerounais, selon laquelle on change les choses de l'intérieur. Montrez-moi une seule personne qui a rejoint ce régime et qui a changé ce régime de l'intérieur. Ce régime a bouffé pratiquement tous ceux qui y sont entrés prétendument pour le changer de l'intérieur. Mais il faut arrêter de penser que les gens qui tiennent ce régime sont des idiots. C'est pas possible. Moi, j'ai toujours été convaincu que tous ceux qui ont rejoint ce régime à un moment ou à un autre l'ont fait pour un calcul strictement personnel ou alimentaire. Et ça se voit. Et quand ils ont fini leur calcul, quand ils ont fini d'obtenir pour certains d'entre eux ce qu'ils ont obtenu, ils estiment donc qu'ils peuvent à nouveau en sortir et les combattre. Oui, mais c'est trop facile quand même. Hein? Mais c'est surtout risqué de se mettre derrière ce genre de personnes. Attention, en 1992, la plupart des personnes qui se sont retrouvées dans l'opposition venaient du parti unique. Ils n'avaient pas trop le choix. Mais vous avez vu aussi que beaucoup sont repartis. Certains sont restés. John Fundi est resté, Namdjoya est resté, mais beaucoup sont repartis. Donc c'est un risque. Et d'ailleurs, ça justifie d'ailleurs en grande partie pourquoi beaucoup de Camerounais ne s'intéressent plus aux élections ou à la politique. Parce que beaucoup de gens, je l'ai dit la dernière fois, avaient suivi tous ces leaders-là corps et âme. Le mérite qui était le leur à l'époque, c'était d'avoir affiché le courage de sortir du parti au pouvoir et de l'affronter. Sauf que personne n'a pris le recul pour sentir venir le piège. Parce que beaucoup, sortant du régime, croyaient juste que le régime allait tomber d'un moment à l'autre, parce que dans beaucoup d'autres pays en Afrique, avec les conférences nationales souveraines et tout, il y avait des alternances. Donc certains ont juste quitté le bateau croyant qu'il allait faire naufrage, mais lorsqu'ils se sont rendus compte que le bateau n'a pas fait naufrage, ils sont repartis. Mais moi, j'ai beaucoup de respect j'ai principalement du respect pour des gens qui sont constants. Parce que la conviction est constante. La conviction est permanente et constante. Lorsqu'on a été dans l'opposition en 1992, lorsqu'on a même été dans la dynamique victorieuse de Ni John Fundi en 1992, donc par conviction, et puis ça a marché puisqu'il a gagné, même si on ne l'a pas proclamé élu, et rien ne justifie qu'on retrouve celui qui a fraudé cette élection, celui qui a volé la victoire, et en plus, qui a continué à faire souffrir les Camerounais. On le rejoint, on copine avec lui, et puis, peut-être au soir de sa vie, peut-être on y est allé pour faire carrière, peut-être on y est allé. Bon, la carrière même c'est autre chose, parce qu'en tant que fonctionnaire, on sert l'État de toute façon. Moi je ne vais jamais faire le procès à quelqu'un d'avoir servi le régime parce qu'il était un agent public. Il faut quand même qu'on soit sérieux. Les serviteurs de l'État, ils font une carrière de fonctionnaire ou d'agent public, indépendamment des gens qui arrivent au pouvoir et qui s'en vont. Mais lorsque vous entrez au gouvernement,
Là, vous copinez avec le régime. Moi, j'ai décliné l'offre d'entrer au gouvernement.